On va commencer. Alors, mes sources. Quelles sont mes sources? J'ai bossé sur Saint-Ivar aux archives départementales. On a un fonds d'archives très riche, grâce à un ami, René Souva, qui a une culture de chartiste, parce qu'il faut quand même le traduire. Moi, le vieux français, je ne suis pas très costaud. J'ai aussi eu la chance d'avoir un ami, professeur de médiéviste de chaire médiévale au Mirail, Gérard Pradalier, qui m'a aidé, qui m'a accompagné. On faisait partie de la même association, Paysager Patrimoine Boulvestre. Donc, il y a au niveau des documents, voilà, et au niveau, après, des pierres, je suis né dans ce village. Tous les jours, presque quand je fais le tour, oui, vous pouvez vous asseoir. Je découvre des choses nouvelles, parce que ce village, quand on le visite, c'est une interprétation qu'on fait. Ce n'est pas la cité de Carcassonne qui est restée quasiment intacte, c'est pas Cordes-sur-Ciel. Saint-Ivar, c'est un village qui a été fondé, comme on va le voir, au XIIe siècle et qui s'est développé tout au long d'une longue période et qui a connu un déclin, comme d'autres, la guerre de 14 et après le progrès économique, les changements dans l'agriculture. La perte d'une partie de la commune, Sainte-Suzanne, qui faisait partie de Saint-Ivar. En 1948, Sainte-Suzanne a eu son indépendance. C'est pour ça que le lac s'appelle le lac Sainte-Suzanne. Ah non, il s'appelle Saint-Ivar. Non. Et donc Sainte-Suzanne avait... il y a eu souvent une opposition entre les deux, quoi, et notamment au sujet du pont au-dessus de la Lèze. Donc ils ont obtenu carrément leur indépendance, comme on pourrait dire, en 1948. Et donc, déclin aussi démographique. Saint-Ivar est passé de 1500 habitants au milieu des années 50 ou 60 à 700 habitants. Et quand j'ai été maire en 1989, il y avait 470 habitants. Il y en a actuellement 656. 700. Donc il y a eu quand même, il y a eu un regain. Il y a eu un regain parce que les maisons se sont réhabilitées, les fermes se sont réhabilitées par des néos, pas par des agriculteurs, ont été réhabilités les bâtiments, et puis il y a eu des lotissements qui ont été faits, qui ont eu du succès. Voilà Saint-Ivar. Alors la première évocation de Saint-Ivar, c'est en 940, dans les archives, le vicomte de Carcassonne donne à la communauté villageoise de Saint-Ivar, comme on ne disait pas commune à l'époque, la prairie communale, où il y a le lac, c'est-à-dire 14 hectares. 14 hectares. Il faut savoir qu'à l'époque, ça a été une aubaine, c'était même la fortune du village d'avoir cette prairie communale. Pourquoi? Parce que les gens avaient des animaux, ils avaient des chevaux, des ânes, des vaches, il leur fallait du fouet, et on vendait le dimanche qui suit la Saint-Jean aux enchères, on l'a connu, Solange, sous la mairie, on vendait les arpents, c'est-à-dire un demi-hectare, aux enchères. Voilà. Et le package était gratuit. Il est devenu payant après parce qu'une seule personne l'utilisait. Mais en fait, ça c'est une autre histoire. Voilà. Et c'est ce qui a contribué notamment à la richesse de Saint-Ivar. Et autre chose a contribué à cette petite fortune quand même, parce que vous voyez la taille de l'église. C'était pas la même configuration. Elle a été surélevée au 19e siècle, et dans un style néo-gothique. Mais c'était une église romane sur les bases de l'église actuelle. C'est-à-dire les proportions étaient les mêmes. Donc c'était un monument important pour un village de la taille de Saint-Ivar. Bon, ce village, son histoire, les premières traces que nous trouvons en archéologie sont à Nodette. Vous voyez le lotissement de Nodette au-dessus de Saint-Ivar? Par ici, au-dessus du cimetière en continuant, il y a une grange qui est l'église primitive de Saint-Ivar. Saint-Ivar se situe là-haut.
C'était un village celte, un village après un village mérovingien. Des amis à moi, avec les études préventives d'archéologie, ont trouvé des vestiges, des tessons de poterie qui ont contribué à établir que c'était à cette époque-là que ça se situait.